Le 24e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC s'est tenu samedi à Arusha, en Tanzanie, à l'absence de la République démocratique du Congo. Sur l'agenda, la crise à l'est de la RDC figurait parmi les points à discuter. Comment interpréter cette absence et que traduit-elle en termes d'intégration régionale et de gestion des conflits? Pour en parler, je suis avec Tite Gatabazi. Il est juriste et analyste politique. Tite, bonjour. Bonjour, Révérien. Ce sommet a coïncidé avec l'anniversaire de 25 ans d'existence de la communauté de l'Afrique de l'Est. Quels ont été les plus grands succès en matière d'intégration régionale au cours de ces 2 dernières décennies, à votre avis? Il y a d'abord le mérite d'exister et de passer 25 ans. Ça veut dire qu'il y a eu des turbulences. Pendant 25 ans, je crois qu'on peut noter qu'on a supprimé les frontières, presque. Aujourd'hui, nous avons un passeport East African Community dans tous les pays membres. On a un parlement qui est opérationnel. Il y a une cour de justice de la communauté. La communauté a intégrer de nouveaux membres. Le Sud-Soudan n'est pas membre fondateur. La Somalie. La Somalie a intégré la communauté. Il y a des projets quand même. Il y a des projets qui ont réussi. Il y a d'autres qui sont en cours de réalisation. Et il y en a qui, compte tenu des, on va dire, des intérêts parfois divergents entre les États membres, traînent comme ça en longueur. Je pense au grand projet là, de chemin de fer qui a connu des hauts et des bas. Et donc, on peut dire que depuis 25 ans, on a surmonté les difficultés pour montrer que la communauté pouvait gérer quand même ces divergences et réaliser comme ça des projets d'intérêt commun. Oui. Mais Tite, quand on parle de 25 ans, un jeune homme est né donc il y a 25 ans, mais qui a vu renaître l'EAC dernièrement. Qu'est-ce qui s'était passé auparavant? Parce qu'il semble que l'EAC a existé. À un certain moment, la communauté a dormi et à un certain moment a rené. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, c'est parce que parfois vous avez la volonté de mettre sur pied une communauté. Au début, c'est comme une histoire d'amour. C'est très chaud, très chaud. Et après, on est rattrapé par la réalité des intérêts divergents des pays. On peut faire face à des égos des chefs d'État. On peut buter sur des projets qui ne sont pas prioritaires pour certains, mais qui le sont pour les autres. Regardez un peu la géographie de la communauté. Il y a des pays qui ont accès à la mer, il y a d'autres qui sont enclavés. Donc, tout ça fait partie des aléas qui peuvent faire que ça puisse aller un peu plus vite ou alors que ça soit ralenti. Il y a ça. Il y a le fait qu'il y a 2 pays membres d'une même communauté peuvent être en conflit. Ouais. Et quand 2 pays membres sont en conflit, c'est vraiment très difficile. Il faut pousser, il faut aller à la médiation. Et pendant ce temps-là, les projets traînent. Vous avez des signes qui montrent qu'il n'y a pas la volonté politique pour un pays. Quand le pays ne fait pas... traîner les pieds. Il traîne parce qu'il ne veut pas s'acquitter de sa contribution. Or, ce sont les contributions qui font fonctionner à la fois le secrétariat exécutif, mais qui financent les projets. Oui, Tite, on va y revenir. On va y revenir avec les questions qui suivent. Mais vous avez cité, entre autres, que parmi les grands projets réalisés, que l'EAC a déjà réalisé, donc avec le passeport de la communauté, avec la cour de l'EAC. Quels sont les défis, justement, parce que ces secteurs ne semblent pas marcher comme on veut? C'est quoi les défis, en fait? Les défis, c'est ce que j'expliquais.
Vous avez la volonté politique des États, c'est jamais au même niveau. Vous avez des conflits d'intérêts. Et vous avez parfois des priorités qui ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on crée une communauté comme celle-là, il y en a d'autres. Il y a la SADC, il y a la CEDEAO. C'est vraiment pour avoir des objectifs communs. Et pour avoir des objectifs communs, comme on dit, pour danser le tango, il faut être deux. Oui, on y va petit à petit avec les secteurs. Quels sont les défis pour parvenir à une union économique parfaite de la communauté? Vous avez la suppression des droits de douane, vous avez la suppression des frontières, on va dire, physiques. Quand vous circulez en Europe en voiture, vous voyez juste une plaque qui vous indique que vous entrez dans un autre pays, en tout cas dans l'espace Schengen. Il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de douanier. Vous quittez la France, vous allez en Belgique, vous voyez juste la plaque qui vous indique que vous entrez dans un autre pays. Le défi, c'est celui-là. Enlever les symboles de la frontière, casser les douanes. Ça, c'est extrêmement difficile pour certains États. Vous avez la libre circulation des personnes et des biens. Ça doit aboutir à ça. Vous avez des difficultés au niveau, probablement, on produit. On a les mêmes produits. Et tout le monde doit déverser sur le marché intérieur. Et alors, c'est quoi la concurrence qu'il y a? Vous avez peut-être même d'ailleurs des produits importés. Un pays peut importer tel produit à moins cher, mais localement, ça va lui coûter beaucoup plus cher. Or, par solidarité, il faut acheter chez le voisin. Et c'est pour ça que j'ai parlé des intérêts divergents. Les intérêts peuvent être divergents. Et sur le plan économique, vous n'avez pas que le commerce, mais vous avez les infrastructures. Il faut faire les routes, il faut faire les rails, il faut développer des aéroports, il faut qu'il y ait des immeubles, il faut avoir des hôpitaux de grande qualité. On ne va pas soigner les gens toujours en Occident. Et donc, tout ça fait que ça demande d'avoir une réflexion approfondie en interne, d'harmoniser un peu les différences et de pouvoir avancer ensemble. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce qui inquiète le plus, c'est peut-être deux comportements des pays membres, entre autres les frontières que le Burundi a fermées contre le Rwanda et l'absence remarquable qui a caractérisé le 24e sommet des chefs d'État de l'EAC, le Congo qui s'est absenté sans toutefois fournir aucune justification. À voir l'histoire de l'EAC, de sa naissance, et qu'il y a eu des problèmes, des pays qui ne voulaient pas s'engager effectivement, est-ce que n'y a-t-il pas le risque d'y retourner justement pour, encore une fois, connaître un échec en termes d'évolution de l'EAC avec ces deux faits? Je ne vois pas de signes de recul. À la limite, on peut stagner. À la limite. Et ça, ce n'est pas attesté. La République démocratique du Congo est l'un des derniers nés de la communauté. Quand un pays adhère à une communauté, ce pays vient à la fois avec ses potentialités, mais avec aussi le bagage de ses problèmes. La République démocratique du Congo adhère à East African Community avec ses problèmes d'instabilité, d'insécurité, de corruption, de détournement et de tribalisme. Ils viennent avec tout le paquet. Et donc, dissoudre comme ça tous ces problèmes dans la communauté, c'est de l'ordre de l'impossible.
C'est pour ça qu'au niveau au moins de l'insécurité à l'Est, les pays de la communauté se sont entendus pour dire on va vous aider. Ils ont envoyé des troupes, on connaît la suite. Ouais. Quand le Congo décide de renvoyer les troupes des East African Community, c'est franchement pour de mauvaises raisons. Oui. Ils avaient commencé à obtenir des résultats sur le terrain. Et donc, ces motivations à la fois politiques, de contingences internes, des liens non avoués avec l'extérieur, ça impacte toute la communauté. Vous avez le départ des troupes de East African Community, vous avez le contentieux entretenu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est quand même 2 pays membres. Vous avez l'appel d'air qui a été lancé à la SADC. La SADC est venue. 3 pays. C'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. Ça veut dire qu'il y a aussi des frictions entre East African Community et la SADC. Vous avez des pays membres qui sont à la fois ici et là-bas et qui ne savent pas trop sur quel pied danser. Il y a des décisions qui engagent une des communautés et qui sont en contradiction avec l'autre communauté. Et vous avez tout ça que le Congo vient faire peser sur la communauté au lieu de participer à la recherche des solutions. Et donc, le fait que le président Tshisekedi soit très mal à l'aise, avouons-le, avec le renvoi des troupes, avec les insultes à l'endroit du président du Kenya, Ruto, avec les insultes à l'endroit du président Kagame, tout ça fait que, je pense, qu'il avait du mal à se retrouver avec ses homologues. Et il y a une séance qui n'est pas une séance facile pour les chefs d'État, c'est quand ils font le huis clos. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de conseillers, à la limite, vous avez des traducteurs. Là où je crois qu'ils doivent se dire la vérité. C'est là que les vérités sortent. Et donc, je crois qu'il a vraiment redouté ce moment-là et il s'est dit, il vaut mieux ne pas y aller. Mais le président peut ne pas y aller. Il peut se faire représenter. Je crois que le président burundais s'est fait... Il était représenté par son vice-président. Son vice-président. Oui. Mais regardez ce que le président Tshisekedi a fait à la francophonie. Il a boudé le huis clos. Il était parti presque en catimini. C'est aussi pour ce genre de raisons. En France, il y avait une adhésion. L'Angola a adhéré à la francophonie. Il y avait la présence très remarquée et distinguée du président Kagame. Il paraît que le président Macron n'avait pas été tendre avec le président Tshisekedi. Et donc, imaginant ce qui va se passer durant le huis clos, il a préféré boycotter, comme on appelle ça, boycotter la séance. Il a fait la même chose pour Arusha, aussi pour de mauvaises raisons, comme on peut... Et il y a cette maladresse diplomatique, à la fois de ne pas se faire représenter, mais de ne pas fournir d'explications. Quand on est membre d'une organisation, on a des droits, mais aussi on a des devoirs. Oui. Parmi ces devoirs figure la participation effective au sommet et aux réunions. Et au niveau de l'État, on ne peut pas dire que tout le monde peut être indisponible en même temps. Oui. Envoyer même le ministre de la Jeunesse et des Sports, il va porter le drapeau du pays ce jour-là. Oui. Et donc ça, je crois que c'est un signal pour montrer qu'il boude la communauté. Il n'a pas le courage. Oui, d'autant plus que selon certaines sources, la RDC, ça quitte des contributions qu'il doit auprès des autres organisations où il est membre.
Ça vous montre c'est quoi cette diplomatie vacillante. On a assisté au jeu de la francophonie à Kinshasa. C'était ce genre de situation, de drame diplomatique. Empêcher la secrétaire générale de venir à l'inauguration et lui reprocher qu'elle est de nationalité rwandaise, ça n'avait pas de sens. Refuser de s'acquitter de ses contributions au sein de la communauté, c'est pour manifester le désintérêt. Et donc, c'est ce genre de situation qui crée le malaise, mais qui n'empêche pas les autres d'être présents, de se réunir, de discuter de grands projets et de se projeter dans l'avenir. Oui. Selon vous, à part justement ce sentiment de peur peut-être pour avoir boycotté le 24e sommet des chefs d'État de l'EAC, on disait qu'il était allé à l'intérieur de la RDC pour un événement, je crois, donc une famille est canonisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je dis que l'agenda du chef de l'État peut coïncider avec beaucoup de rendez-vous. C'est pour ça qu'il s'est fait représenter. Quand le président n'est pas dispo parce qu'il y a un agenda, c'est la bienheureuse sœur Anouarit qui était tombée à Isiro les années 64, avec les crises des Moulélé et tout ça. Oui, c'est bien que le président aille aussi rencontrer la population, et aussi montrer la solidarité de l'État avec à la fois la famille de Anouarité, mais aussi la famille chrétienne. Vous avez vu la présence de plusieurs évêques. Mais ça, ce n'est pas un mobile. Ce que le chef de l'État peut se faire représenter. Il a pléthore de ministres qui pouvaient envoyer. Mais je pense qu'il est en train de bouder la East African Community et il profite comme ça pour manifester. Il ne paye pas les cotisations, il ne participe pas aux rencontres et il pratique ce qu'on appelle la politique de la chaise vide et n'est pas toujours payante. Mais ça aussi, ça a un sens peut-être donc ça relève aussi la question de priorité par rapport au président congolais. Et d'autant plus que sur la table, on devait discuter aussi la crise à l'est de la RDC. N'est-il pas un signe qui montrait que le président soit il ne veut pas que la crise soit résolue ou il y a d'autres mobiles justement pour ne pas parler les questions de la RDC? Qu'il soit présent ou pas, la communauté est impactée par la crise à l'est du Congo. Mais quand même, c'était la personnalité clé par rapport à la question. Le pays aurait dû être là, oui. Ne serait-ce que pour aider les autres dans la compréhension, même si tout le monde, depuis des années, connaît déjà les racines profondes de la crise et des crises récurrentes en République démocratique du Congo. Mais je disais que la crise à l'est de la République démocratique du Congo impacte les pays voisins. Oui, bien sûr. Le Rwanda et l'Ouganda accueillent des réfugiés congolais. C'est déjà une charge sur les épaules de ces pays, mais eux, ils jouent la solidarité. Ils ne peuvent pas les renvoyer. La crise à l'est du Congo impacte le commerce transfrontalier. Ne serait-ce que citer cet exemple-là. Bukavu, Goma, Uvira vivent d'ailleurs plus loin. Butembo, Beni, Isiro, Bunia, ils vivent quand même de ce commerce-là avec les pays voisins qu'avec l'intérieur du Congo. Oui, bien sûr, avec aussi des menaces sécuritaires sur les frontières. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas boycotter en disant vous avez une tournée à l'intérieur du pays, on va à Lubumbashi, on passe par Lualaba. Ça, c'est bien. C'est bien. On ne peut pas reprocher au président de visiter sa population. Donc, ça a été sa priorité. Ce n'est pas une affaire de priorité. C'est des... on va appeler ça c'est des caprices. C'est vraiment des caprices. Il n'y a pas un exemple dans l'histoire où la politique de la chaise vide a été utile à celui qui la pratique.
Donc, ne pas être présent à Arusha, où on discute de la contribution de la communauté sur la résolution de la crise et des crises qu'il y a dans son pays, il a quand même noyé le processus de Nairobi. Ces gens sont au courant et ils savent pourquoi il l'a fait. Il est en train de noyer Luanda. Il est en alliance avec des FDLR. Les informations qui circulent font état de FLN de Rusesabagina qui se réunissent à Fizi avec les FDLR, avec les FRDC et avec une présence des Burundais. Tout ça, les chefs d'État sont au courant et ils doivent en parler. Ne pas être présent, c'est aussi éviter de répondre à ces éléments factuels qui auraient pu être déposés sous son nez et sa barbe. Alors, Tite, quand les chefs de l'État de l'EAC essaient d'aborder justement une question cruciale comme celle-là, et que le président congolais boycotte justement cette séance, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la solution? Ce n'est pas une solution. Au moins, il y a le mérite d'en discuter, d'harmoniser les points de vue, d'échanger les infos que les uns et les autres ont de leurs services de renseignement. De se dire, est-ce qu'on peut anticiper? Parce que le débordement est à craindre. À partir de l'Est, on nous dit que depuis Fizi, on fait remonter des troupes et qu'il y a la complicité du Burundi. Si ces gens veulent quitter Fizi, remonter par Uvira et par la plaine de la Rusizi pour venir attaquer le Rwanda, le minimum, c'est que le Rwanda prévienne les pays membres de la communauté. Il y a une menace qui pèse sur nous et voici les preuves. Les autres vont aussi s'exprimer sur cette question et prendre des mesures préventives. Voilà. 25 ans d'existence de la communauté, quelles sont les réformes qu'on devrait engager pour justement faire face à tous ces défis des pays qui traînent les pieds pour que ce soit au niveau du respect de la réglementation de la communauté, que ce soit justement tous ces défis pour améliorer les secteurs qui devraient quand même faire avancer la communauté? Je pense que pour moi, le plus grand défi là, depuis les 25 ans, c'est de renforcer le secrétariat exécutif qui est inaudible dans la sous-région. L'opinion ne sait pas s'il existe un secrétariat exécutif et à quoi il sert. Donc je crois qu'il va falloir, ne serait-ce que redynamiser le secrétariat exécutif de la communauté. Il faut multiplier les démarches diplomatiques pour aplanir les crises entre les États. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce que vous avez la crise comme celle à l'est du Congo, qui date de très longtemps, qui a des ramifications à la fois politiques, à la fois sociologiques, juridiques, et qu'on brasse beaucoup d'argent avec les 250 groupes armés. Vous avez des leaders locaux qui sont impliqués, vous avez des leaders sur le plan national. Donc, ça, c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça que Nairobi et Luanda sont dans l'impasse. Vous avez le Sud-Soudan qui a des drames qui se jouent là-bas. Vous avez le Kenya et la Tanzanie ne sont pas toujours sur le même diapason. Eux, au moins, ils ont le mérite de ne pas en arriver à des crises ouvertes. Mais il faut surveiller tout ça. Et donc, je crois que le pivot qu'est le secrétariat, qui devrait multiplier des rencontres à plusieurs niveaux, inviter les experts de la sous-région dans tel secteur, avoir des réunions ministérielles qui viennent voir ce que les experts ont donné dans ce secteur-là, préparer l'agenda des chefs d'État et leur offrir ce qui a déjà été moulu par les experts et les ministres. Sur ce plan-là, je crois que
le secrétariat n'est pas à niveau pour porter les pays membres et faire des bons en avant. Merci beaucoup, Tite. Avant de clôturer notre débat, c'est une question peut-être de sondage, de savoir. Les deux présidents est prévu qu'ils se rencontrent à Luanda le 15 décembre. Le 15 décembre. Quel est votre niveau d'optimisme par rapport aux résultats qui vont sortir de là? Parce que ce n'est pas la première fois, avec des prétextes des uns des autres, de ne pas y aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Le degré de mon optimisme, il est très réduit. C'est vrai? Oui, je ne suis pas au-dessus de 10%. Pourquoi? Parce que j'ai vu des signes factuels de la mauvaise foi du gouvernement congolais, parce que le gouvernement congolais tient un discours, mais dans les actes fait autre chose. Je viens de parler du soutien apporté aux groupes armés, parce qu'il est en alliance avec les FDLR, et chaque fois qu'on parle de neutralisation des FDLR, il se rebuffe. Ça veut dire que les questions qu'il allait répondre au 24e sommet des chefs d'État de l'EAC risquent de revenir là à Luanda. Ça va le rattraper, que ce soit à Arusha, à Luanda, dans n'importe quelle capitale, ça va le rattraper. Et donc, aller à Luanda, ce sera par respect pour le président Lorenzo, ni plus ni moins. On ne peut pas attendre un résultat tangible le 15 décembre, au vu de tous les éléments qui sont sur la table au jour d'aujourd'hui. On n'a pas commencé. Il n'y a pas le moindre début d'exécution d'attraper un seul FDLR. Et il va aller demander quoi à Luanda? Que le Rwanda baisse ses mesures défensives? Non, ce n'est pas possible. Il tient toujours le discours de haine. Ils se sont engagés dans le CONOPS. Le CONOPS, c'est le Concept of Operation, comme on dit dans les termes techniques. Les ministres des Affaires étrangères ont signé qu'on arrêtait les discours de haine. Pendant qu'ils sont à Luanda, vous avez le ministre de la Justice qui vient à Goma. Pendant qu'il quitte Luanda, vous avez le vice-ministre de la Justice à Kinshasa qui dit qu'il faut changer la Constitution pour qu'on aille en découdre avec le Rwanda. Pendant qu'on négocie l'arrêt des discours de haine, le gouvernement finance le député Justin Bitakwira pour qu'il vienne à Uvira et déverser le discours de haine. Donc, il y a tellement d'éléments qui incriminent le discours de haine en République démocratique du Congo qu'on ne peut pas leur donner crédit. Merci Tite, mais avec crédit pour ça quand même c'est trop bas. Restons optimistes qu'à cette date, peut-être que les deux vont se rencontrer et là ils pourront s'entretenir et sortir des résultats fiables par rapport à la crise. Une chose est de s'entretenir, une autre chose est de s'entretenir et avoir un dialogue de sourds. Une chose est de s'entretenir et de se mettre d'accord. Une autre chose est de se mettre d'accord et mettre en application l'accord. Donc, on a plusieurs niveaux qui font que... Moi, je reste sur cette position. Si vous êtes optimiste, bonne chance. Voilà, mais la nuit porte conseil, dit-on, parce qu'il y a encore du temps jusqu'au 15. D'ici le 15, oui, le 15 est-ce décembre. que je changerai d'avis avant le 15 ou après le 15? Quand je verrai les résultats, c'est ça? Non, tu devrais changer avant le 15. Avant le 15? Oui. Ça va être un peu difficile. Merci beaucoup Tite, pour avoir répondu présent dans ce débat. Merci également à tous nos téléspectateurs. Nour Moussemakweli nous accompagne toujours à la réalisation. Merci beaucoup. Révéré Bazikamwe était à la présentation. À la prochaine.